Manuel, de m'avoir invité à vous parler de cela. Vous allez voir qu'on va descendre de niveau. Peut-être que vous allez voir qu'il y a quelques illustrations où on retrouve, pour analyser le processus décisionnel, M. Clairaut, et puis voir comment ça se prend la pratique au quotidien. Deux remarques préliminaires. J'ai mis sur cette diapositive en sous-titre une étape du processus décisionnel. Beaucoup de gens, beaucoup de malades et même certains pratiquent encore la conviction que la réunion de concertation pluridisciplinaire est une instance décisionnelle en elle-même. C'est une instance collégiale, mais nous le reverrons, elle n'est pas en elle-même, elle n'a pas le pouvoir de décision, nous le reverrons. La deuxième remarque, c'est de replacer ça un tout petit peu dans un contexte historique où la cancérologie manifestement a été et a mis en place des modèles. Monsieur Devis tout à l'heure et puis Monsieur Clairaut dans son exposition à la révolution récente du processus décisionnel, notamment sous l'influence des lois de 2002 et 2005. Je vais vous montrer. La cancérologie avait commencé avant. On va rendre hommage d'abord aux anciens et aux créateurs par cette phrase de Pierre Denoy, qui fut le directeur de l'Institut Gustave-Roussy jusqu'en 1982, qui a été président de l'UICC et qui a mis en place dans les centres de lutte contre le cancer, dès leur création, ça veut dire aussitôt après la fin de la guerre. Je rappelle que les centres de lutte contre le cancer ont fait partie des ordonnances sur la santé qui ont été prises dans les années 45-46. Et le professeur Denoy recevait tous les semestres les nouveaux internes qui arrivaient à Gustave-Roussy et leur reprenait et commentait cette phrase « On ne peut pas prendre une décision tout seul en cancérologie ». Donc déjà, dans notre discipline, dans les années 60, quand j'ai commencé mes études, ces procédures en vue d'une décision étaient déjà en place. Diapo, toutefois, il n'était pas avec l'esprit qui est celui des discussions collégiales d'aujourd'hui en application de la loi. C'est-à-dire que les gens, trois, un chirurgien, biothérapeute, il ne s'occupait que du plan de traitement. À la limite, le malade comptait pas, on s'occupait de la maladie et on élaborait pour ce malade, et ce qui sortait du comité, ils appelaient ça à l'époque, était une décision. Alors vous voyez, c'est une ébauche, c'est un début d'évolution par rapport au monarchisme qui a été évoqué plusieurs fois, mais ça ne correspond pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et on a vu suivante, c'est pas facile à lire, si vous avez du mal un petit peu, je suis désolé. Bon, les avantages, effectivement, de l'atteinte d'un cancer, vous avez toutes les chances que l'intervention soit la décision. Donc, cette possibilité de discuter, de faire intervenir les différents spécialistes thérapeutes des moyens dont on disposait déjà à l'époque pour traiter un cancer, évitait ces décisions corporatistes. Elle facilitait l'intégration des données scientifiques. C'était l'aube de l'evidence-based medicine, hein, les chirurgiens lisant la littérature chirurgicale, les radiothérapeutes la littérature de radiothérapie, eh bien chacun pouvait apporter quelque chose à la discussion et elle facilite la progression des études cliniques, qui a été un domaine précoce également en cancérologie par rapport à d'autres disciplines. Lorsqu'il y avait une situation pour laquelle il n'y avait pas de certitude absolue entre deux attitudes, eh bien on pouvait plus facilement rentrer le malade dans une étude clinique qui apporterait un élément de réponse par la suite. Mais elle n'était pas dépourvue d'inconvénients, le patient n'était pas du tout impliqué dans le processus décisionnel et il était extrêmement peu informé. À l'époque, si on le rentrait dans une étude où il y avait un tirage au sort, il n'en était pas informé dans la plupart des cas. C'est quelque chose qui serait bien sûr totalement inacceptable aujourd'hui. Et puis, je l'ai déjà dit, on ne s'occupait que du projet thérapeutique de la maladie cancéreuse et on ne prenait absolument pas en compte les autres aspects concernant le malade, là, ce qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge globale. À cette époque-là, on ne s'en préoccupait pas. Alors, on a vu l'évolution des choses suivantes.
avec d'une part un élargissement du champ d'application, du champ de ces réunions pluridisciplinaires qui ne s'appelaient pas encore RCP, c'est-à-dire qu'elles ont n'ont pas quitté, mais elles se sont élargies des centres anticancéreux à tous les hôpitaux publics, CHU, CHR, progressivement, puis même dans les établissements privés faisant de la cancérologie, on a vu s'installer ces réunions pluridisciplinaires, d'une part, et d'autre part, on a assisté à un approfondissement de la réflexion où on faisait intervenir d'autres personnes que les trois thérapeutes, médecins, chirurgiens, radiothérapeutes, mais on faisait aussi intervenir les anapathes, les spécialistes de l'imagerie, et puis des intervenants non médicaux, par exemple les travailleurs sociaux, les kinésithérapeutes, les soignants. Donc, on s'est avancé progressivement vers des réunions de concertation pluridisciplinaires avec un projet beaucoup plus complet, beaucoup plus global et beaucoup plus approfondi. Alors aujourd'hui, ça aboutit à quoi? Suivante. C'est ça. Il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. C'est le plan cancer numéro 1 qui leur a donné ce nom-là. Il y en a énormément. À travers toutes les spécialités médicales, à travers toutes les spécialités de la cancérologie. Vous avez des réunions de concertation pluridisciplinaire de recours qui prévoient des avis de hyper spécialistes dans des situations où il n'y a pas de référentiel connu. Vous avez des réunions de concertation pluridisciplinaire spécifiques aux précaires, comme celle que dirige Claire Georges à la Passe-Verlaine, où on va s'occuper au moins autant des aspects sociaux liés à la grande précarité que des décisions médicales elles-mêmes. Aujourd'hui, vous avez alors des réunions sur des situations rares qui réunissent plusieurs hôpitaux, une ou deux sur toute la région parisienne, par exemple, une fois par mois. Ceci pose d'ailleurs un problème de délai d'accès à cette délibération, car il a été fait allusion tout à l'heure aux situations où on est poussé à prendre une décision, à faire quelque chose médicalement, alors qu'on n'a pas fini l'instruction du dossier, parce qu'il y a une urgence médicale. Eh bien, si on doit attendre la RCP qui a lieu dans un mois pour une forme rare de cancer de l'ovaire, ça pose un vrai problème de prise en charge. Et puis, je l'ai dit, on s'occupe davantage du... Ah, il y a des réunions spécifiques au cancer du sujet âgé, par exemple. Et puis, le plan cancer et la loi ont rendu obligatoire les réunions de concertation pluridisciplinaire, non seulement au moment du diagnostic et du premier plan de traitement, mais à tous les épisodes importants du parcours du patient cancéreux. Donc, cette obligation d'exhaustivité qui n'est pas encore complètement appliquée aujourd'hui, nous verrons pourquoi tout à l'heure, avait un certain nombre de soubassements théoriques d'accès à des soins de qualité pour tout le monde. Suivante. Alors les objectifs, eh bien, c'est garantir à tous. Je dis à tous, tout de suite, vous savez peut-être que le 3e plan cancer qui vient d'être proposé a comme premier objectif de garantir l'accès à des soins de qualité à tous, ce qui prouve que nous sommes encore dans le domaine du désir, du souhait, de quelque chose qui n'est pas réalisé aujourd'hui. Et ces soins de qualité, on en a parlé un peu tout à l'heure, ils sont d'abord et avant tout basés sur des référentiels qui dérivent de l'evidence-based medicine. Personnellement, j'en dirais peut-être 2 mots, j'ai quelques réserves sur des attitudes médicales qui seraient limitées à l'evidence-based medicine. Ça n'est pas possible en cancérologie. Ça a d'ailleurs été un peu évoqué. Il y a des situations où l'evidence-based medicine n'apporte pas de réponse et auxquelles il faut élaborer des réponses. Deuxièmement, les réunions de concertation disciplinaire doivent émettre et en principe remettre aux malades un plan personnalisé de soins, programme personnalisé de soins, un PPS, qui est une proposition
encore une fois, la réunion de concertation pluridisciplinaire ne prend pas de décision, mais elle fait une, et quelquefois plusieurs, propositions, et après ça, la décision, selon la loi de 2002, revient au patient lui-même, éclairé, avec un choix éclairé par son médecin référent. Le médecin référent, c'est celui qui a le contact quotidien direct avec le patient. Il est cancérologue ou pas, il peut être généraliste, il peut être spécialiste d'organes, mais c'est lui qui est le contact direct avec le malade et qui évite au malade d'avoir une décision très impersonnelle qui lui soit plaquée en disant voilà ce qu'a dit la RCP. Bon, après, ça c'est transmis et éventuellement négocié entre le médecin référent et le patient lui-même. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et puis ça évite l'existence du médecin référent, évite l'existence du malade distribué, selon une terminologie d'Isabelle Bassanger, c'est un très bon terme, qui fait que le malade voit un radiologue, un anapathe, un radiothérapeute, etc. Puis il perd son chemin, il ne sait plus où il en est. Il a l'impression d'être complètement livré à une constellation médicale et paramédicale. Le médecin référent est là et doit être là pour faire la synthèse de l'ensemble de ça et que le malade ne soit pas distribué. Oh, j'ai mis quand même en dernière ligne que le fait qu'il y ait une décision collégiale dans des situations très difficiles, et le cancer l'est fréquemment, ça peut mal tourner malgré les décisions qu'on a prises, bon, constitue quand même un petit peu une protection du décideur qui a pris sa décision pas tout seul et en faisant référence aux standards de la littérature, aux référentiels, etc. Suivante. Alors, ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui, c'est l'accès de tous à des soins de qualité, puisque c'est l'objectif numéro 1 du 3e plan cancer. C'est l'exhaustivité du passage de tous les dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire. Parce que ça représente trop de temps médical. On manque de temps médical et parfois, il y a des dossiers, quelquefois qui ne posent pas trop de problèmes parce que l'application des référentiels est assez évidente dans la situation considérée, mais il y a encore des dossiers, puis il y a des RCP qui ont été créés l'année dernière. Par exemple, on a créé l'année dernière une RCP sur la Riboisière Saint-Louis pour les pathologies osseuses. Auparavant, ça se voyait dans n'importe quel RCP ou pas d'RCP du tout. Hein. Donc, l'exhaustivité n'est pas réalisée et surtout l'aval des RCP, c'est-à-dire les contrôles de qualité, le suivi, l'évaluation de tout ça est à peu près inexistant aujourd'hui. Suivant. Alors, les questions éthiques en relation avec les RCP, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, déjà, par le professeur Clairaut. La norme. La norme, c'est la référence. Avant qu'il y ait des référentiels publiés par l'INCa, les centres de lutte contre le cancer publiaient des SOR, standards, options, recommandations. Il y avait ce qui était acquis, là où on pouvait faire des choix, et puis ce qui était conseillé sans être... bon, moi j'appelais ça les SOR, les minima sociaux du cancéreux. Ça veut dire ce qui est vraiment choquant que tout le monde n'ait pas au minimum, mais on en a encore besoin. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'on a défini la norme, je cite M. Clairaut, qu'elle est forcément la meilleure pour un malade donné à un moment donné. Et donc il faut aussi de temps en temps savoir s'affranchir des normes, et c'est pour ça qu'on discute ça dans les réunions d'éthique. Mais sortir de la norme, il faut quand même de bonnes justifications, car si vous sortez de la norme parce que vous dites la norme ne me plaît pas, vous êtes fortement critiquable. Donc il faut que vous ayez des arguments solides pour dire, dans ce cas particulier, nous n'allons pas appliquer ce qui est considéré comme la norme parce qu'il y a telle circonstance qui n'est pas prise en compte dans l'élaboration de la norme ou des choses de ce genre. Et ça comporte aussi
c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, un risque pour le médecin, hein, d'être sorti de la norme. Il a intérêt à ne pas le faire tout seul et de sa propre initiative. Et puis, il y a des situations, et qui sont fréquentes en cancérologie, où il n'y a pas de normes et de standards. Hein. Le temps de survie d'un cancéreux non guéri doit être géré par le médecin référent pour environ 2/3 du temps, en l'absence de tout niveau de preuve. Et c'est là la grande faiblesse pour nous de l'evidence-based medicine. C'est que souvent dans la littérature anglo-saxonne, on vous dit d'ailleurs, ah, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve, donc vous renvoyez le malade chez lui. Et vous ne faites rien. Or, dans bien des cas, c'est le savoir pratique auquel faisait allusion M. Clairaut. On a encore les moyens de prolonger, d'améliorer la qualité de vie de ces patients-là, en dehors de tout niveau de preuve établi. Suivante. Alors, également, l'ensemble du dispositif et de la loi de 2002 qui donne le pouvoir décisionnel au patient lui-même éclairé. Hein. Alors, je ne sais plus si je l'ai marqué là. On parle de consentement, on parle d'assentiment, et le dernier comité éthique a dit c'est le choix qui est le bon. Il faut employer. Alors, moi, on ne dit pas élection, mais j'ai grand plaisir à entendre les commentaires sur cette modalité décisionnelle que M. Clairaut appelle élection et qu'on pourrait rajouter comme une des hypothèses de modalité du choix décisionnel définitif qui ne soit pas consentement, assentiment ou choix selon les termes légaux d'aujourd'hui. Mais de toute façon, ce choix, s'il est fait par le malade ou cette élection qui est assumée par le malade à partir des propositions de la RCP, il faut qu'il soit informé. Alors la loi prévoit une information honnête et loyale. Ça fait très plaisir à lire ça, de voir que la malhonnêteté et la déloyauté ne sont pas la base de la relation médecin-malade. Bien sûr, depuis longtemps et avant la loi de 2002, on essayait d'être honnête et loyal. Cependant, des questions se posent là-dessus. Il y a l'asymétrie du savoir auquel on a fait allusion. On ne peut pas tout transmettre au malade, ce qu'on sait, c'est impossible. Et puis, il y a ce que le malade peut entendre. Hein. Nous ne sommes pas fondés à envoyer un malade dans une situation de dard irrémédiable alors qu'il n'est pas prêt à l'entendre. Et ce sont des situations qui sont très délicates à gérer en cancérologie et qui font que l'information honnête et loyale, il est prévu d'ailleurs dans les textes, malgré ce honnête et loyal, qu'on peut ne pas à tout moment tout dire au malade s'il n'est pas en mesure de l'entendre. Bon, comment gérer les décisions à ce moment-là avec une information très asymétrique, voire incomplète. De surcroît, intervient là, à ce moment-là aussi, l'incertitude du médecin, qui est constante. Hein. Le pronostic d'un cancer est connu par la statistique. La statistique n'est pas prédictive des événements individuels. Si on dit à un malade que son cancer à petites cellules du poumon a une espérance de vie de 10 mois, là c'est au moment du diagnostic, quand on arrive au 6e mois déjà, on faut aussi lui dire que de temps en temps, il y a quelques longs survivants et qu'on va tout faire pour qu'il en fasse partie. Mais jusqu'où faut-il aller dans une transparence qui est basée sur des chiffres, et des chiffres qui sont basés sur la statistique. Suivante. Comment peut s'exercer l'autonomie du patient face à cette procédure? C'est très vrai que lorsqu'on transmet à un malade une proposition de réunion de concertation pluridisciplinaire dans un colloque singulier entre le patient et le médecin référent, l'autonomie du patient, elle est un peu élastique. Il peut dire non. Il pouvait dire non toujours, d'ailleurs. On dit qu'on a pris la décision au malade aujourd'hui, depuis 2002, mais un geste chirurgical pouvait toujours être refusé bien avant. Hein. Et il y a des malades qui disaient « je ne veux pas de chimiothérapie ». Bon, donc il y avait une part d'autonomie. Néanmoins, l'air que la proposition formulée par un collège de 20 personnes, etc., qui a travaillé, bon, c'est quelque chose qui, de conviction,
mais ce pouvoir de conviction, il va peut-être un peu rogner sur l'autonomie du patient qui peut dire, mais qui, à partir du moment où il est demandeur de soins, n'a pas forcément envie de dire « je ne suis pas d'accord avec les médecins ». Oui, j'ai fait allusion au fait qu'il y avait des situations où nous n'avons pas de référentiel et où c'est fait du soin palliatif. Bon, sinon, vous êtes dans l'obstination déraisonnable de la loi de 2005. Hein, et si on dit nous avons épuisé nos moyens de traitement anticancéreux dans votre situation, c'est les soins palliatifs qui peuvent vous faire le plus de bien, il y a des malades qui font appel d'une telle décision et qui vont chercher un deuxième avis ailleurs parce qu'ils veulent qu'on continue à lutter contre la maladie cancéreuse, même si les référentiels ou les médecins disent que non, on est dans l'inutilité, cette fois, même pas l'obstination déraisonnable, on est dans l'inutilité de la loi Leonetti. Suivante, au total. Alors, les réunions de concertation pluridisciplinaires sont une nécessité évidente aujourd'hui. Ça n'était pas en 1950. Aujourd'hui, ça va de soi. On ne peut pas se passer de la pluridisciplinarité. On ne peut pas se passer même de la pluriprofessionnalité. Deuxièmement, la cancérologie, et vous avez pu voir, très simple, que je viens de vous évoquer, a créé un modèle. Et ce modèle, aujourd'hui, il fait école dans d'autres disciplines que la cancérologie, mais c'est certainement celle qui a l'expérience la plus solide et la plus large dans le domaine de la décision collégiale en médecine. Elle garantit, pour autant qu'elle soit exhaustive, l'accès de tous à des soins de qualité, je reviens sur les minima sociaux, au moins égal à la norme des référentiels. Mais elle laisse persister aujourd'hui, et il y a encore du travail, beaucoup d'incertitudes. J'y faisais allusion même pour ce que le médecin peut croire savoir de l'avenir de son patient. Et puis, elle nous fait rentrer dans l'écartèlement qui est présent aujourd'hui et qui va encore s'accentuer dans les années qui viennent entre une médecine normée, de plus en plus normée, et une médecine qu'on dit devoir être de plus en plus personnalisée. Il y a contradiction entre les deux termes. Il existe toujours des zones d'ombre autour de l'autonomie du patient. Et qu'est-ce qu'une information honnête et loyale? Voilà, c'est la fin de mon intervention. Je vous remercie.